ce séminaire. Comme l'a déjà dit Jean-Luc, je vais vous inviter à vous faire une petite présentation pour vous expliquer comment est-ce que la communauté scientifique a réagi tout juste après le séisme du 14 août. Ben, moi, je suis Steve Julien Simit, professeur et chercheur à la Faculté des sciences. J'ai étudié aux États-Unis à Purdue University, où j'ai décroché un master et un doctorat en géophysique en mai 2016. Et puis, depuis lors, je suis de retour en Haïti où je travaille à la Faculté des sciences comme professeur et chercheur. Je fais partie d'un groupe de recherche en géosciences qui s'appelle URGO. Donc, vous voyez le logo sur le premier slide. Donc, pour entrer dans le sujet, donc, vous le savez tous, le 14 août 2021, vers 8 h du matin, il y a eu un séisme de magnitude 7,2. C'est ce qu'ils discutent en Haïti. Ce séisme a fait pas mal de dégâts. D'après les données de la DPC, on parle de près de 2300 personnes décédées, 12 700 personnes blessées, plus de 53 815 maisons détruites, etc. Donc, ça, en termes de dégâts, le séisme a fait beaucoup de dégâts, surtout dans des villes comme les Cayes. Si vous regardez sur la figure que je vous montre là maintenant, vous allez voir des cercles dans la zone où se trouve la ville des Cayes. Torbek, ces cercles sont beaucoup plus grands. Donc, ça signifie qu'il y a eu beaucoup plus de... Si on regarde la figure qui est juste en haut, eh bien, ça vous donne une idée du nombre de personnes affectées. Donc, en jaune, c'est le nombre de morts, et puis en bleu, c'est le nombre de blessés. Donc, en tout, un cercle vous donne une idée du nombre de personnes affectées par ce séisme. Et vous voyez, les cercles sont dans la zone des Cayes, Torbek, Campérin. Les cercles sont beaucoup plus grands. Ça signifie qu'il y a eu beaucoup plus de dégâts, en tout cas en termes de personnes qui sont affectées dans ces villes-là, alors que le séisme se trouve un peu beaucoup plus près de villes comme l'Asile, en Savo, Petite-Denis, Baradère, etc. En dessous, je vous montre l'ensemble des maisons qui ont été affectées. Celles qui sont détruites sont en rouge et celles qui sont endommagées sévèrement sont représentées en jaune. Encore, vous voyez que pour la plupart, c'est les Cayes, Campérin, Cavaillon, etc., Jérémy, qui ont le plus grand nombre de maisons endommagées. Maintenant, je vais vous faire un petit rappel sur les séismes historiques qui a marqué. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir correctement la figure que je vous montre? Oui. Oui. Pas de souci, Steve, oui. OK. Donc là, je vous montre une carte de l'île d'Haïti qui se trouve au nord de la on bas. Allô? Oui, on ne voit pas la partie. Mais on entend bas. Oui, le son. Vous voyez bien, mais vous n'entendez pas. Ou bien tu parles plus fort, ou bien tu montes un peu le volume de ton micro là. Attendez un instant. Oh, mais ça va, voilà. Bon. Et là maintenant, vous m'entendez? C'est mieux, mais il faut parler un peu plus fort. Apparemment, il y a des collègues qui n'entendent pas bien sur le... OK. Voilà. OK. Donc là, ce que je vous montre, c'est l'île d'Haïti qui se trouve au nord de la Caraïbe. L'île d'Haïti, pour ceux qui ne se connaissent pas, est partagée par deux pays, Haïti à l'ouest et la République dominicaine à l'est. Cette île se retrouve sur une bordure de plaques
la plaque Caraïbe, une plaque qui est en train de bouger par rapport à la plaque qui est au nord, qui est la plaque nord-américaine. Eh bien, la plaque Caraïbe, elle, est en train de se déplacer par rapport à la plaque nord-américaine à une vitesse de 2 cm par an. Okay? C'est assez lent comme mouvement, mais ça peut provoquer pas mal de séismes pour les failles qui sont dans la zone. Donc, sur cette figure aussi, je vous montre l'ensemble des séismes historiques qui ont marqué l'île. Donc, vous avez trois grandes lignes de failles qui passent dans la zone. Un peu plus au nord, c'est la faille de subduction nord-Hispaniola qui sépare les deux plaques, la plaque nord-américaine au nord et la plaque caribéenne au sud. Ensuite, vous avez un peu plus au sud, la faille septentrionale qui passe entre l'île de la Tortue et Port-de-Paix, qui passe en mer au nord d'Haïti et se retrouve à terre lorsqu'on est au nord de la République dominicaine. Donc, cette faille-là a causé pas mal de tremblements de terre. Il y a eu le fameux tremblement de terre de 1842 qui a aussi un tsunami. La population des Caraïbes du Cap-Haïtien a connu pas mal de pertes lors de ce séisme-là. On parle de plus de 50% des personnes qui y vivaient qui étaient mortes. Il y a le séisme de 1887 aussi, 1562. Ce sont des séismes qui ont eu lieu sur la faille de septentrionale. Ensuite, au sud du pays, encore plus au sud, il y a la faille Henriquillo qui traverse toute la presqu'île du sud et qui a provoqué elle-même pas mal de séismes. Et c'est tout près de ce séisme-là que va avoir lieu c'est tout près de cette faille-là que va avoir lieu les séismes de 2010 et de 2021, le plus récent. Mais historiquement, on connaît que cette faille-là a produit des séismes de 1770, 1701, 1860. Comme vous voyez, les étoiles blanches qui existent sur cette carte. Les étoiles roses représentent les séismes de 2010 et de 2021. Donc, tout ceci pour vous dire que historiquement, on sait que la zone est une zone qui est active sismiquement et avec les recherches qu'il y a eu dans le temps, on sait déjà que ces deux grandes failles, la faille septentrionale et la faille Henriquillo, sont capables de produire des séismes de magnitude 7. Donc, ça n'a pas été tout à fait une grande surprise de voir, en tout cas pour la communauté scientifique, de voir qu'il y a eu des séismes assez intéressants, en tout cas assez importants, en 2010 et en 2021 sur la faille Henriquillo dans la presqu'île du Sud. Ça, c'est une figure pour vous montrer un peu plus ce que nous appelons la plaque Caraïbe. Eh bien, la plaque Caraïbe, c'est toute cette partie-là qui est englobée de ces lignes, de ces petites lignes noires. Ces lignes noires, ce sont des failles. Quand vous voyez ces failles-là avec des triangles noirs orientés vers le sud, ça représente une subduction. Une subduction, c'est une zone où une plaque est en train de glisser en dessous d'une autre plaque. Donc, la subduction qui est au nord de la plaque Caraïbe indique que la plaque nord-américaine est en train de glisser sous la plaque Caraïbe. Ensuite, il y a les différents points colorés que vous voyez sur la figure qui représentent les séismes, des séismes instrumentaux, c'est-à-dire des séismes qu'on a pu enregistrer à partir de sismomètres qui sont installés dans la zone. Eh bien, vous voyez que si vous voulez comparer, par exemple, ce qui se passe au nord de l'île d'Haïti et des petites Antilles, un peu, donc là, on parle du nord et du nord-est de la plaque Caraïbe, avec ce qui se passe un peu à l'ouest, là où la plaque Caraïbe rencontre la plaque Cocos, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de points à l'est, à l'ouest que ce qui se passe au nord de la Caraïbe. Ça signifie que l'activité sismique qui se trouve au niveau de l'île d'Haïti et des petites Antilles est beaucoup moins que ce qui se passe dans
l'Amérique latine, dans l'Amérique centrale. Et en effet, vous savez, entendre à la radio qu'il y a eu pas mal de grands séismes dans cette zone-là. Donc, ça, c'était pour vous montrer quand même la différence qu'il y a entre les frontières de plaques au niveau de la plaque Caraïbe. Maintenant, puisque Haïti se retrouve dans une zone qui est sismiquement active, eh bien, on a appris la leçon depuis 2010. On s'est dit qu'il faut qu'il y ait un réseau d'instruments qui nous permettent, qui va nous permettre de mesurer cette activité. Eh bien, là, ce que je vous montre, c'est l'ensemble des instruments qui existent sur l'île, aussi en République dominicaine, mais on a, avant le séisme de 2021, on a un ensemble de sismomètres qui sont installés chez les particuliers. On les appelle des sismocitoyens. Eh bien, ces gens-là nous fournissent le courant électrique et l'Internet gratuitement, et on place chez eux un petit sismomètre et qui puis lorsqu'il y a un séisme. Eh bien, si vous regardez, l'ensemble des points que vous voyez là ont été mesurés. Ce sont des séismes qui ont eu lieu dans la zone pendant la période du 1er janvier 2020 jusqu'à 30 septembre 2020. Avant, on ne pouvait pas connaître, on ne pouvait pas savoir s'il y a eu ces petits séismes-là. Ce sont des petits séismes parce que, eh bien, il n'y avait pas d'instruments. Avant 2010, il n'y avait pas trop d'instruments, sauf un sismomètre qui existe à Quatre-Pressoirs, au collège Quatre-Pressoirs. On va vous en parler un peu plus au cours du séminaire. Mais avant, il n'y avait pas ce réseau d'instruments qui nous permettent maintenant de mieux pouvoir mesurer l'activité sismique dans la zone. Donc, du 1er janvier jusqu'à 30 septembre 2020, on a recensé sur notre plateforme plus de 685 événements, tandis que si on va sur le site ISGS pour regarder ce qui se passe dans la zone, eh bien, on va voir seulement 12 événements. Donc, avec ce réseau-là qui est en place et qui fonctionne, eh bien, on a pu améliorer de façon significative les moyens qui nous permettent de mesurer l'activité sismique dans la zone. Donc, en 2021, le 14 août, il y a eu ce séisme, ce grand séisme de magnitude 7.2. Eh bien, ce séisme-là a été enregistré, bien sûr, par certaines de nos stations qui sont installées localement. Donc, ça, c'est déjà une avancée qu'il faut souligner en ce qui s'est passé de 2010 à 2021. Donc, on a eu pas mal de stations qui ont enregistré ce séisme, et en particulier cette station-là qui se retrouve à Saint-Louis-du-Sud, qui est notée sur cette figure-là, R50D4, eh bien, qui nous a permis d'avoir une idée très rapidement, parce que ce sont des stations qui sont installées en ligne, eh bien, nous avons pu voir que dans cette zone-là, Saint-Louis-du-Sud, les Cayes, eh bien, le séisme a secoué le sous-sol jusqu'à avoir un PGA de 0,28 G. Un PGA, c'est ce qu'on appelle un peak ground acceleration, qui vous donne l'accélération maximale que le sol a subi à cause des secousses. Donc là, c'est à peu près 0,3. 0,3, c'est comme un tiers du poids propre d'un bâtiment qui va se retrouver dans la zone. Or, il se trouve que les bâtiments sont faits pour résister à leur poids propre, mais pas pour résister. Le plus souvent, ce ne sont pas des bâtiments qui sont construits pour résister à des sollicitations latérales de ce genre-là. Donc, 0,3 G, c'est beaucoup de sollicitations dans ce sens-là. Donc, on comprend pourquoi est-ce que dans ces zones-là, il y a eu pas mal de maisons qui ont été détruites assez rapidement. Et maintenant, après le séisme, il y a plein de questions qu'on va vouloir répondre. Où se trouve l'épicentre du séisme? Ça a été fait. Le fait qu'on avait déjà un réseau en place, donc on a pu rapidement localiser le séisme. Quelle est la magnitude?
Est-ce que c'est 7.2? Est-ce que c'est 7.0? Est-ce que c'est beaucoup moins? Quelle est la faille source qui a produit ce séisme? Quelle est la géométrie de la faille? Est-ce que c'est la faille en Requillot? Est-ce qu'une autre section de la faille en Requillot? Est-ce qu'il y a eu des effets de site, des effets topographiques? Est-ce que la rupture de la faille arrive en surface? Donc, ce sont des questionnements qui vont arriver très rapide. Et pour répondre à ces questions-là, il faut aller sur le terrain pour collecter d'autres données pour pouvoir améliorer notre connaissance de ce qui s'est passé pendant le 14 août 2021. Donc, c'est ce que nous avons fait à la Faculté des sciences de l'Université de l'État d'Haïti. Moi et d'autres collègues, nous avons été sur le terrain pour aller chercher ces données. Donc là, pourquoi est-ce qu'il faut aller, vous pouvez vous dire, pourquoi est-ce qu'il faut aller ajouter d'autres instruments dans cette zone, dans la zone, alors qu'il existait déjà un ensemble d'instruments qui faisaient le travail? Eh bien, c'est parce que le réseau n'est pas trop dense. Donc, du coup, puisqu'on ne sait pas à l'avance où est-ce qu'il va y avoir le séisme, on ne peut pas s'amuser à mettre des instruments un peu partout. Et les instruments et 10 000 $ que coûte un sismomètre professionnel. Donc, du coup, après le séisme, on sait maintenant qu'il va y avoir plein de répliques. Et les répliques vont se retrouver dans la zone où il y a eu le choc principal. Donc, du coup, c'est le moment d'aller avec d'autres instruments. Maintenant, on sait où il va y avoir plein de séismes et d'installer ces instruments. Donc, ces répliques-là vont nous permettre d'étudier le choc principal, quelle est la faille qui a poussé à la rupture, sa géométrie, etc. Comment fonctionne cette faille? Est-ce qu'il y a d'autres sections de la faille qui peuvent provoquer d'autres séismes à l'avenir? Ce sont des questions auxquelles on est intéressé. Donc, puisqu'on sait qu'il va y avoir pas mal de répliques dans la zone, c'est le moment d'aller sur le terrain et d'installer d'autres instruments pour pouvoir mieux les mesurer. Et là, je vous montre une figure qui montre l'ensemble des répliques qu'il y a eu après le séisme du 14 août. Ça, c'est une figure que j'ai faite le 21 septembre. Donc, du 14 août jusqu'à 21 septembre, il y a eu près de 1200 répliques dans la zone. La plupart étaient ressenties par la population, mais la plus grande majorité était passée silencieusement. Donc, c'est un stock de données qu'il fallait collecter à des fins de recherche. Donc là, je vous montre une autre figure qui montre les travaux qu'on a effectués. On a pu aller dans la zone pour installer 12 capteurs professionnels. Ces capteurs-là ne sont pas connectés à Internet. Mais après, vous voyez les triangles qui sont en rouge, c'est ce qu'on appelle des Raspberry Shake. Les Raspberry, eux, ce sont des petits sismomètres qui sont connectés à Internet, donc qui peuvent nous envoyer les données en temps réel. Et c'est les premiers résultats dont je vais vous parler un peu là, viennent de ces instruments. Les 14 autres sismomètres qui sont en bleu là, qui sont installés un peu partout dans la zone où il y a eu les séismes, eh bien, ces capteurs sont en train d'enregistrer ces données-là. Il va falloir retourner sur le terrain pour les désinstaller, pour pouvoir télécharger ces données-là. Et comme ça, on aura beaucoup plus de données pour raffiner nos résultats et apprendre beaucoup mieux sur ce qui s'est passé. Donc, les stations en rouge, les Raspberry, c'est ce qu'on appelle les stations sismo-citoyennes. Donc, ils sont connectés à Internet. Donc, ils nous envoient ces données en temps réel, comme je dis. C'est un travail qu'on a fait pendant les 2 premières semaines qui a suivi le séisme. On l'a fait en partenariat avec des chercheurs, nos partenaires internationaux. Beaucoup d'autres, ces partenaires-là viennent de GeoAzur.
On a profité aussi pour emmener nos étudiants sur le terrain. Ils ont aussi participé. On a eu la participation de 10 étudiants qui viennent du master en géosciences que nous avons depuis bientôt 4 ans à la faculté des sciences. Et c'est un travail qui a été supporté considérablement de la part du programme CARIBAT. Donc là, je vous montre en quelque sorte l'équipe qui a pu travailler pour que l'on puisse réaliser tous ces travaux-là en si peu de temps. Là, vous voyez Romain Jolivet, Éric Calais, Bertrand Deluy, Baron Rimbaud, Françoise Koboulex et Anne Deschamps, mon frère Tony, Pablo Ampero et moi là sur la figure, pendant que j'étais sur le terrain, là, c'était lors de nos réunions que l'on faisait pour pouvoir faire tout ça. Et maintenant, quels sont les résultats préliminaires que je peux partager avec vous? Eh bien, on connaît très bien le mécanisme focal du séisme du 2021. Donc là, vous pouvez voir que à une orientation de 270 degrés et un pendage de 65 degrés avec un glissement de 44 un angle de glissement de 44,7 degrés. C'est un séisme très peu profond. L'hypocentre est à 12 km, magnitude 7,2 et un glissement maximal sur la ligne de faille de au moins 3 mètres. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que c'est un séisme qui est comparable à ce qui s'est passé en 2010, mais quand même, il y a eu plus de 40% d'énergie qui s'est dégagée dans le sol si on compare avec le séisme qui s'est passé en 2010. Donc, le séisme a rompu une faille de plus de 50 km de longueur contre 30 km de longueur en 2010 et le glissement moyen est assez similaire. On a pu récupérer des données satellitaires radar après le séisme. Donc, on a comparé avec les données avant pour pouvoir déterminer le déplacement qu'il y a eu dans la croûte terrestre pendant le séisme, en tout cas le déplacement qui a provoqué le séisme dans la croûte terrestre. Donc, c'est ce que je vous montre sur cette figure-là. Donc, tout ce qui est en rouge et jaune montre un mouvement vers le satellite et tout ce qui est en bleu, vert, etc., montre un mouvement qui s'éloigne du satellite. Donc, en analysant cette donnée-là, on voit que la croûte terrestre a subi des déplacements qui sont de l'ordre de 1,5 mètres, donc de 1,5 mètres. Et en plus, on a pu comprendre aussi que au lieu d'un seul glissement sur un seul segment de faille, eh bien, pour ce séisme-là, il y a eu 2 glissements. Cela s'est fait assez rapidement. C'est comme s'il y avait 2 séismes en un seul. Donc, on a 2 segments de faille qui ont rompu. Le segment, les rectangles en jaune là représentent ces segments de faille. Eh bien, celui qui est un peu à l'est, à droite de l'écran, a une forte composante de compression, alors que celle qui est un peu à l'ouest est presque totalement un mouvement décrochant. Ceci est très intéressant à souligner parce que c'est le même cas de figure qu'on a eu en 2010. C'est un cas qui se répète tout près d'une faille verticale. Donc, ceci est assez paradoxal. Est-ce qu'il y a d'autres segments de faille qui sont tout près de la faille d'Henriquillo qui accumulent beaucoup d'énergie et qui peuvent provoquer ce genre de séisme? Donc, c'est ce qui est intéressant à investiguer dans les jours à venir. Donc, c'est une rupture qui s'est passée en 2 temps.
un premier segment a rompu en relâchant l'essentiel de l'énergie. Et ensuite, la rupture s'est propagée un peu vers l'ouest. Et cette fois-ci, elle est devenue beaucoup plus superficielle. Les chercheurs qui ont été sur le terrain, je parle de NuDescol, pour regarder est-ce que la rupture s'est passée en surface, eh bien, il a pu détecter pas mal de zones là où le segment à l'ouest coïncide avec la ravine, le segment de la faille de la ravine du sud. Eh bien, on a pu détecter des zones où il y a eu des ruptures en surface. Ensuite, les chercheurs à GeoAzur ont pu utiliser d'autres techniques pour relocaliser les répliques. Et cette fois-ci, ils ont amélioré de façon significative la localisation. Et ce que je vous montre là, c'est leur relocalisation. Donc là, vous voyez qu'il y a eu deux groupes, en tout cas, on peut voir deux essais de répliques et chaque essai coïncide avec un des deux segments qui ont rompu. Donc là, c'est deux résultats qui nous disent la même chose, qu'il y a eu deux glissements, l'une sur un segment de faille qui est beaucoup plus près de l'asile et l'autre qui coïncide avec la faille de la ravine du sud. Donc sur deux segments de faille différents. Et lorsqu'on utilise les données satellitaires, on retombe sur la même chose. Donc, c'est intéressant. Donc, ça montre qu'il y a une certaine cohérence entre deux groupes de données différentes et qui nous disent la même chose. Ensuite, je vais finir par vous parler du nombre de répliques. À quelques jours après le séisme, eh bien, il y a eu beaucoup de répliques. C'est plus de 45 séismes par jour. Okay? Et très rapidement, ça va diminuer parce que normalement, la quantité de répliques par jour suit une loi connue, c'est la loi de Mori. On va vous en parler dans les travaux pratiques. Eh bien, ça, c'est un modèle qu'on a construit. Donc, ce que vous voyez en mauve, ce sont les séismes qu'on avait mesurés pendant les 16 premiers jours. Donc, ça, c'est une figure qu'on a fait après le 16e jour. Donc, ce qui est en vert, c'est ce qu'on avait prédit. Donc, on voit que la courbe va diminuer rapidement. Donc, là, maintenant qu'on est à plus de mois après le séisme, eh bien, les répliques ont diminué considérablement. Donc, on est de l'ordre de 4 à 5, 6 répliques par jour. Donc, la probabilité qu'il y ait une réplique de magnitude 6 est bien sûr en dessous de 1% de nos jours. Donc, en termes de skills qu'on doit faire à l'avenir, eh bien, par exemple, un des travaux qu'on pense qui est important, eh bien, c'est d'améliorer la cote d'aléa sismique de la zone parce que après 2010, on avait produit des cotes d'aléa sismique et ces cotes-là sont basées sur le fait que sur toute la presqu'île du Sud, la faille principale, la faille source qui peut provoquer des séismes majeurs, c'est une faille verticale. Or, il se trouve que de 2010 à 2021, on voit qu'il y a d'autres structures avec un certain pendage qui ont la capacité de provoquer des séismes importants dans la zone. Donc, du coup, il faut revoir cette cote-là assez rapidement pour pouvoir tenir compte de ces sources, de ces nouvelles sources sismogéniques. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. OK, alors bonjour tout le monde. Merci Jean-Luc de nous permettre de partager nos expériences à Quatre-Pressoir dans le domaine de la sismologie éducative, parce que nous agissons énormément au niveau de l'éducation. Notre présentation se fera en deux parties. D'abord, je vais faire l'historique de notre station, l'utilisation qu'on a fait. Oui, il y a Guy-Philippe Etienne, le responsable technique de la station, qui vous fera une présentation technique
de cette station. Alors, je dois vous dire que nous avions voulu installer notre station sismologique depuis novembre 2009, parce que lorsque nos unités de recherche à Quatre-Pressoir ont compris qu'il y avait des phénomènes naturels qui interpellaient, par exemple la montée du niveau du lac Azueilly et de l'étang de Miragouane, nous avons donc encouragé la direction de la protection civile à faire des recherches, et c'est ainsi que nous avions participé à plusieurs rencontres, notamment avec le professeur Éric Calais et avec le docteur Yolène Surena, malheureusement, qui n'est plus. Et donc, nous avions voulu installer notre première station depuis le mois de décembre. Malheureusement, la compagnie avec laquelle nous avions pris contact et avait fait faillite. Donc, on a dû se retourner vers une autre compagnie et qui, malheureusement, a pu nous envoyer le matériel après le séisme du 12 janvier. Mais au fait, nous avons installé notre station avec l'aide de l'équipe de GeoAzur, notamment Jean-Luc. Et là, comme vous le voyez, nous avions encastré, nous avons positionné notre sismomètre dans un espace assez sécuritaire. Et pour le faire, nous avions dû fouiller jusqu'à la Roche-Mère et faire un béton armé pour pouvoir déposer le sismomètre de telle sorte qu'il soit sensible vraiment à toutes les secousses. Et depuis, notre station a été installée en mai 2010 et fonctionne en permanence. Et pour nous assurer de sa mise en ligne, nous l'alimentons avec l'énergie solaire, à l'aide de l'énergie solaire. Donc, notre station, en principe, est vérifiée 2 fois par semaine sur la sensibilité, parce que est professionnel, parce que nous avons voulu renseigner le monde scientifique sur les moindres secousses de notre sol, et éducative, parce que pour nous, c'est extrêmement important qu'on sensibilise nos jeunes à aller vers la sismologie. Et donc, 2 fois par semaine, nous faisons la vérification de la sensibilité de cet appareil. Et là, nous avions pensé qu'il fallait ouvrir la station au monde entier. Donc, il est disponible sur le site du Collège Quatre-Pressoir et Guy-Philippe va vous en parler tout à l'heure. Mais nous ne nous arrêtons pas seulement à la station sismologique. Pour faire la sensibilisation auprès de nos élèves, nous avons pensé également équiper l'école de matériel pour faire comprendre aux jeunes, aux élèves, vraiment ce que c'est qu'une secousse et comment se préparer. Parce que là, on dit que le séisme du 12 janvier a provoqué la mort de 200 000, 300 000 et 400 000, je n'en sais plus. Au fait, nous, à Quatre-Pressoir, nous disons que ce n'est pas le séisme qui a provoqué la mort de ces gens, c'était plutôt l'ignorance. Donc, nous avons pensé équiper l'école de matériel pour sensibiliser et faire la formation réelle en sismologie de nos élèves, de telle sorte qu'après leur classe terminale, qu'ils soient intéressés à devenir de vrais ingénieurs en sismologie. Et là, vous voyez du matériel que nous utilisons pour les cours, et nous avions introduit le module sismologique dans notre programme, dans notre curriculum, et ceci de la 7e année fondamentale à la terminale. Et ces ouvrages que vous voyez là nous ont été offerts en cadeau par GeoAzur et nous les utilisons. Et actuellement, on utilise des ouvrages en ligne, des ouvrages numériques pour pouvoir continuer la formation de nos jeunes. Et donc, comme vous le voyez, tremblement de terre, pourquoi et comment. Et là, malgré tout, nous ne nous arrêtons pas seulement à cette formation académique. Nous avons compris également qu'il fallait partager nos expériences avec les autres, parce qu'une seule école qui serait branchée sur la sismologie
peut-être qu'on n'arriverait pas à obtenir le résultat qu'on voulait. Et donc, on a pensé à faire venir également des sismomètres éducatifs, des TC1, des sismomètres éducatifs. Guy-Philippe vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et ces sismomètres, l'objectif, c'était d'abord de les tester à l'école. Deuxièmement, dans le cadre de notre Fab Lab et de nos recherches de manière générale, porter nos élèves, apprendre à nos élèves à fabriquer ces sismomètres éducatifs, dont l'objectif est de partager nos expériences, de partager le matériel dont nous disposons également avec d'autres écoles. Et donc, c'est ainsi que nous participons à nous avons participé à beaucoup d'expositions réalisées par la Direction de la protection civile, notamment, comme vous le voyez sur l'une des photos là, nous avons participé à l'exposition Carré sismique, qui était en septembre 2016. À ce moment-là, nous partageons avec tout le monde ce que nous faisons à l'école et nous profitons de ces expositions pour sensibiliser également le public, tout public pratiquement, de tous âges, à la sismologie. C'est quoi un séisme? Comment se préparer pour faire face à un séisme, pour éviter le nombre de morts, la quantité de morts qu'on avait eu le 12 janvier. Sur la photo en bas et à droite, vous voyez donc Guy-Philippe et Julien Balestra. Ils sont en train de monter justement des sismomètres éducatifs que nous avions fait venir pour pouvoir créer en Haïti le premier réseau de surveillance sismique scolaire et nous en avons distribué 5. Il y a eu de petits problèmes avec 2 écoles qui n'arrivaient pas à les faire fonctionner, mais nous avons ce réseau de surveillance sismique scolaire dont l'objectif, encore une fois, est de sensibiliser les gens à la formation, à cet atelier qui a été animé par Jean-Luc et Julien Balestra. Nous avons donc créé ce premier réseau pour nous permettre de diffuser l'information au maximum et permettre également aider les autorités à mieux surveiller les mouvements du sol et à préparer, comme je dis, les jeunes à la sismologie. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. En plus, non, pas rapidement, là, nous réalisons également à l'école les simulations d'évacuation en permanence, parce que là encore, les préparer et les faire agir, pour nous, c'était important. Donc là, je vous présente un modèle de plan d'évacuation installé dans toute l'école, ce qui nous permet d'apprendre aux enfants à évacuer, et non seulement à évacuer à l'école, s'ils sont à l'école, mais nous les préparons également pour l'évacuation de chez eux. Alors voilà, donc je m'arrête là et je vais demander à Guy-Philippe de continuer avec la présentation de l'interface de notre station et comment nous arrivons à maintenir cette station en ligne et ceci en permanence. Alors, comme l'a dit Guy déjà, pour le sismomètre, nous avons un sismomètre professionnel, c'est un Burad, et il est placé, nous avons dû fouiller un trou de 80 cm pour aller chercher la roche-mère pour pouvoir l'installer. Et comme vous voyez sur la photo, ça c'est le sismomètre qui est placé dans le trou, vous l'avez vu déjà. Ensuite, il est relié à un ordinateur, à un petit serveur qui permet d'enregistrer les données du sismomètre. Et à ce moment-là, on est capable d'obtenir les graphes du sismomètre. Nous avons une connexion Internet en permanence sur le sismomètre qui nous permet d'accéder à distance et d'obtenir tous les graphes. Et l'électricité en permanence 24/24, le sismomètre est un système solaire indépendant, donc on n'a pas de coupure, pour garantir qu'on n'ait pas de coupure. Donc, quand on reçoit les graphes, on est capable de le passer à travers le logiciel, le séisgraphe, et pour pouvoir déterminer les magnitudes des séismes. Ça aussi, nous avons les graphes. Ça, c'était les graphes du 14 août qu'on a obtenus de notre sismomètre. Ça, c'était les répliques. On a eu beaucoup de répliques après ça.
Donc, comme vous le voyez ici. Là, maintenant, je peux vous montrer l'interface que nous utilisons. Oui, OK. Donc là, ça, c'est l'interface que l'on reçoit directement. C'est l'interface qu'on utilise. Ça, ce sont les données que nous recevons du capteur qui est placé en terre, sous terre. Et il nous donne on peut choisir lequel des coordonnées qu'on veut avoir, qu'on veut obtenir. Et ça, c'est la partie qui nous donne les graphes selon les secousses. Donc là, ce que j'ai fait pour pouvoir le mettre en ligne, j'ai transformé l'ordinateur qui reçoit les données en un mini-serveur et on est capable d'obtenir ça à distance. Donc, je l'ai mis sur le web qui nous permet d'obtenir ces graphes-là à distance. Donc, sur le site du collège, cpressoir.org, on est capable d'obtenir tous ces graphes-là. L'idée du séminaire, c'est de le faire en 3 temps. Le 3e temps, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il est possible de faire une activité pratique simple. Donc, je vais vous présenter des choses simples parce qu'elles nécessitent de l'Internet. Donc, forcément, il y a quand même une difficulté suivant les accès aux ordinateurs et les connexions. Mais je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous le montrer en 2 temps. D'abord, je vais vous présenter l'activité à travers un PowerPoint, voilà, que je viens d'activer. Et dans un 2e temps, je ferai l'activité en direct avec vous. Le tout doit, comme pour les autres, ne pas dépasser une demi-heure. Donc, je vais faire ça en fonction de ça. Alors, là, on parle donc d'une activité pratique où je vais essayer d'utiliser les données du séisme pour proposer une activité à des élèves. Alors pour ça, quand on est enseignant, une activité, ça tourne autour d'une question de recherche, on formule des hypothèses et c'est à ce moment-là qu'on essaie de trouver des données pour valider telle ou telle hypothèse. Alors des données en ligne, ça présente une petite particularité. D'abord, la donnée n'est pas fournie à l'élève de façon déjà toute faite. Il faut que l'élève aille un peu fouiller dans des bases de données, faire des requêtes. Il faut que les choix qu'il fait pour avoir des données soient cohérents avec la question de recherche qui est posée. Une fois qu'il a les bonnes données, il faut qu'il les analyse pour arriver à une conclusion et construire une notion qui, on l'espère, restera longtemps dans sa petite tête. Donc, c'est ça ce qui est en jeu quand on parle d'une activité pratique qui utilise des données en ligne. Alors, on va faire une étude de cas. Ce que je vous montre là, c'est sur le séisme d'Haïti, puisque c'est le sujet du jour, mais on peut le faire sur différents événements sismiques particuliers. Alors, si je prends celui du séisme du 14 août, souvent, dans l'enseignement, on commence par récolter une information qu'on va trouver dans un journal, qu'on va trouver sur Internet. Voilà un texte que j'ai trouvé sur le site web de l'IRD. Et donc, on me parle d'un séisme de magnitude 7.2 qui a eu lieu le 14 août, très bien. Et en fait, moi, j'ai souligné dans ce texte trois éléments. Voilà, on me parle donc de l'épicentre du choc principal, de la secousse principale. Très bien, je souligne ça. Ça va être un des objectifs de mon travail. En gros, voilà, l'épicentre, on m'a parlé de l'épicentre. Un deuxième élément que j'ai souligné, c'est qu'on me parle de failles qui sont liées au séisme, donc j'ai souligné ça. Et le troisième élément, je vois aussi dans ce texte qu'on me parle de répliques. Voilà des éléments que je souligne et que je peux proposer à des élèves. Donc, il y a 3 sous-chapitres, je veux dire. Est-ce que je peux travailler sur la notion séisme et épicentre, séisme et faille, séisme et réplique? Donc, je vais, à travers des données, essayer d'illustrer ces 3 aspects qui sont en fait les 3 aspects que le journaliste a écrits dans son texte. Alors, pour le premier élément, séisme et épicentre, il me faut, vous allez me dire, des sismogrammes. Ben oui, donc il faut des sismogrammes. Et comme l'a dit Steve, on a la possibilité d'avoir des données en ligne. On a parlé de R5OD4, hein, c'est un acronyme un peu bizarre, mais c'est le nom de la fameuse petite Raspberry Shake qui est assez proche du séisme. On a parlé de HPAP, qui est donc l'acronyme de la station de Quatre-Pressoirs.
Et puis, il existe aussi d'autres stations qui sont un peu plus loin, qui sont à Cuba, par exemple, ou encore GCPN, qui se trouve à Pointe-Noire, donc en Guadeloupe. Donc, ces différents sismogrammes, eh bien, on va les exploiter. Alors, il se trouve qu'on peut les avoir sur le site que gère GeoAzur de l'Université Côte d'Azur, qu'on appelle l'Observatoire EduMed. Donc, il suffit que j'aille à cette adresse qui m'est indiquée, je vais trouver le sismogramme et je vais l'ouvrir avec un logiciel qui s'appelle Tectoglobe 3D, qui est aussi un logiciel qui fonctionne sur Internet, qui est donc gratuit, qu'on peut utiliser et qui va nous permettre de faire cette activité. Quand je dis activité, ça veut dire quoi? C'est une activité relativement classique, hein. Je vais essayer de repérer les temps d'arrivée des premières zones sismiques qu'on appelle les ondes P. Je vais les comparer par rapport au temps d'origine qu'on appelle le T0, qui est donc le moment où le séisme va avoir lieu. Et je vais comme ça pouvoir progressivement trouver la distance qui existe entre chaque station et le point de départ du séisme. Et si tout va bien, je vais pouvoir faire des cercles et à la rencontre de ces cercles, je devrais trouver un point unique qui va être ma solution, puisque la solution pour l'épicentre dépend des sismogrammes que j'utilise, s'il y en a beaucoup, s'il n'y en a pas beaucoup, si les stations étaient lointaines, si elles étaient proches. Mais c'est avec ça que je vais pouvoir aider un élève à faire par lui-même, parce que là, c'est lui-même qui va pouvoir le faire, cette triangulation pour trouver un épicentre. Voilà un peu ma première partie qui va être donc de trouver cet épicentre, de faire une triangulation. Alors, une petite parenthèse, c'est que localiser un séisme, ça peut se faire par effectivement une triangulation en utilisant des sismogrammes. Souvent, on propose aussi à des élèves ce qu'on appelle des enquêtes macrosismiques qui en fait montrent avec quelle intensité en surface le séisme s'est manifesté. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, et on l'a vu, on a déjà parlé dans ce qu'on a appelé le réseau de sismo-citoyens, c'est qu'il y a deux voies aujourd'hui. Il y a la voie des capteurs. Que nous disent les capteurs? Ils nous parlent de sismogrammes et avec ça, je vais pouvoir trouver un certain nombre d'éléments relatifs au séisme. Et d'un autre côté, il y a aussi toute personne qui vit dans les environs du séisme et qui va pouvoir témoigner de la façon, du ressenti, comment le sol a vibré, est-ce qu'il y a eu des dégâts, de quelle nature sont les dégâts. Et dans la mesure où ces témoignages sont diffusés rapidement, et l'Internet nous aide à ça, eh bien, la confrontation des sismogrammes et de l'information apportée par les témoins, eh bien, ça va nous permettre d'être toujours au plus près du détail et au plus près donc de la meilleure connaissance de ce qui s'est passé localement. Je reviendrai vers ça à la toute fin de l'activité. L'autre élément que je vous ai promis, c'est de travailler sur les séismes et les failles. Eh bien, une fois que j'ai fait ma triangulation, je peux essayer de voir. Alors pour ça, il faut que je trouve des cartes. Et vous voyez que les équipes scientifiques ont des cartes. Des fois, elles les publient sur Internet. Donc là, j'ai une carte des failles. J'essaie de caler, donc de superposer la carte des failles à ma triangulation. Et je vois comment l'épicentre peut être en relation avec une faille, et notamment la faille qui est citée dans le texte. Voilà, donc ça, on va essayer de le faire ensemble dans un tout petit moment maintenant, et qui est donc la partie séisme et faille. Et on peut aussi parler des répliques, c'était le troisième élément qui était signalé. Alors pour les répliques, eh bien, je peux trouver des sismogrammes sur le site d'EduMed, mais je peux aussi trouver des catalogues de sismicité, ou du moins c'est ma requête. Je peux faire une requête, je peux demander à la base de données d'EduMed, est-ce qu'il y a eu des séismes dans mon petit rectangle que j'ai dessiné sur la carte et que vous voyez ici? Voilà, puisque je me suis mis dans la zone de l'épicentre. Je peux choisir une date, par exemple du 14 août, date de la première secousse jusqu'au 30 septembre, et je vais demander l'ensemble des séismes qui ont eu lieu dans cette région-là. Alors, je peux même calibrer la magnitude si je veux, vous allez voir comment je fais, et ensuite de ça, je pourrais pouvoir cartographier mes répliques.
Et si tout va bien, je vais obtenir quelque chose qui est très similaire à ce que Steve vous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire eh bien, un nombre de points qui sont autant de séismes enregistrés après la première secousse et qui me montrent donc des répliques. Ici, c'est des répliques de magnitude supérieure à 2, donc susceptibles d'avoir été ressenties par la population. Et je ferai aussi quelque chose d'important à la fin pour vous expliquer l'importance de la notion de réplique dans la sismologie éducative. Voilà, donc maintenant je vais passer à l'action, parce que là j'ai beaucoup parlé, maintenant je vais faire. En gros, je vais aller sur le site d'Edumed, donc là je vais être obligé de passer sur Internet, donc je vais aller sur l'Internet, je suis sur le site d'Edumed, et donc je vais aller, comme j'ai dit, sur l'adresse Caraïbes, et là sur les adresses Caraïbes, j'ai des informations et j'ai surtout un premier onglet ici, qui est donc, on me propose des sismogrammes. Très bien. Donc, je clique ici et je cherche dans ma base de données. Alors, vous voyez, l'intérêt, c'est que l'élève, maintenant, s'est approprié la question de recherche. Il doit donc travailler sur un séisme qui a eu lieu en Haïti le 14 août. Et donc, il cherche dans une base de données. On ne lui a pas donné tout de suite le sismogramme. Et donc, il va le chercher. Il apprend qu'il y a d'autres séismes, qu'il n'y a pas qu'en Haïti, qu'il y a eu des séismes ces derniers temps. Et il trouve un séisme voilà, le 14 août, donc on y est. Et donc, il peut soit le télécharger, c'est-à-dire là, il va télécharger des archives sous forme d'un fichier au format zip, mais plus simplement, il vaut mieux ouvrir ces sismogrammes directement dans le logiciel. Le logiciel s'ouvre et vous voyez, nous y sommes. Nous sommes donc directement focalisés sur Haïti. Nous avons 5 sismogrammes, si vous les voyez comme moi, qui défilent, alors qu'ils sont déjà rangés dans l'ordre, la station la plus proche du séisme jusqu'à la plus lointaine. Et j'ai mes 4 stations, mes 5 stations qui sont indiquées sur une carte. Alors cette carte, je peux zoomer dessus, hein, voilà. Quand elle est déjà un peu floue, je peux, grâce à un petit bouton ici, je peux demander une image satellite un peu plus précise, et donc j'ai une image plus précise, voilà. Donc je suis bien au bon endroit, et donc je vais m'empresser maintenant de faire mon analyse, que je vous disais. Donc une fois que j'ai fait ma requête, que j'ai fait le choix de données, que je suis au bon endroit, je vais maintenant devoir analyser les données. Alors là, ça demande un peu d'habitude du logiciel, hein, il faut savoir où sont les choses, il faut aider les élèves à trouver. Donc là, il y a un menu sismogramme, et là, dans ce menu sismogramme, on me propose d'afficher l'origine, le temps d'origine. Le voici, c'est un curseur vert qui est ici, vous voyez. Donc, il est le même pour toutes les stations, puisque le séisme est unique, il a eu lieu le séisme il a eu lieu qu'une fois dans un même endroit. Et puis ensuite, je peux même demander l'arrivée des temps, c'est-à-dire j'ai une petite aide, j'ai un curseur qui vient se placer sur, voilà, sur l'arrivée des temps et qui est assez logique puisque je vois que, voilà, alors je peux aussi zoomer mes sismogrammes, hein. Donc l'élève fait ses choix, il fait ses choix de zoom, il fait ses choix pour voir comment ça se présente et voit donc son nom de P. Alors après, bien sûr, à la question, est-ce que je peux en déduire la distance qui sépare cette station qui s'appelle GTBY, qui est une station à Cuba, est-ce que je peux connaître la distance? Eh bien, il faut avoir compris que le délai qui nous sépare de l'arrivée des ondes P jusqu'à l'origine du temps dépend de la vitesse avec laquelle les ondes se propagent dans la croûte terrestre et aussi ça dépend de la distance parcourue. Donc, si je connais la vitesse des ondes et si je connais le temps d'origine, je vais pouvoir en déduire la distance. Alors, je vois que des gens lèvent la main, donc on répondra aux questions peut-être après, sauf si c'est un problème de connexion. Mais voilà. Alors, il existe en sismologie ce qu'on appelle des modèles de vitesse. Dans les programmes des lycées français, on parle même du modèle de vitesse PREM. Le voici. Alors, en fait, c'est un modèle de vitesse dans la mesure où on prédit
en fait le temps, à quel moment vont arriver les ondes en fonction de la distance parcourue. Alors ici, ben, je vais me mettre sur le curseur de la station GTBY. Voilà. Doucement, je me promène et j'arrive au curseur en violet et je vois que je suis à peu près à 37 secondes. Donc, il a fallu 37 secondes aux ondes P pour aller de l'épicentre jusqu'à la station de Cuba. Alors, le modèle, je me place sur ce modèle. Donc là, je suis dans des petites distances, donc je vais me mettre ici et je cherche 37 secondes. Vous voyez, je cherche avec mon curseur. Bon, j'y suis presque parce que on est sur un modèle PREM, c'est un modèle qui concerne l'ensemble du globe terrestre, donc il ne tient pas compte non plus des particularités de la plaque Caraïbe. Donc en fait, mon calcul a forcément des approximations et je vois que je suis à peu près à, bien, on m'annonce 270 km, voilà, très bien. Alors apparemment, si je tiens compte des modèles de vitesse de la plaque Caraïbe, je serais plutôt à 240 km. Vous voyez, donc il peut y avoir des différences entre ce que vous trouvez avec le modèle PREM et ici. C'est pour ça qu'ici, vous avez la distance qui vous est donnée de la station et donc on a aussi un mode automatique sur ce logiciel. C'est que si je double-clique sur la station ici, le logiciel dessine automatiquement la distance qui sépare la station de l'épicentre. Alors, je vais faire le même travail pour chaque station. Pour HPAP, qui est à Port-au-Prince, R5OD4, qui apparemment est très proche. Il me reste à faire un autre ici. Et puis, ma dernière station, elle est en Guadeloupe. Voilà, donc je vais cliquer sur la Guadeloupe, qui me fait donc un cercle de rayons beaucoup plus grand puisqu'elle est plus loin. Et finalement, je vois que petit à petit, j'arrive à un croisement des cercles. On retrouve à peu près les cartes que Steve nous a montrées. Effectivement, on est dans ce secteur-là pour notre séisme. Et si je veux finir, parce que l'élève va certainement à ce moment-là vous appeler, puisque c'est à ce moment-là qu'il doit vous montrer qu'il a réussi le parcours qui a consisté à faire la requête, à analyser et à trouver l'épicentre, il lui faut une preuve concrète de son travail. Cette preuve, ça va être une triangulation et auquel on va rajouter, eh bien, je peux faire des actions et je peux ajouter un point. Donc, je peux ajouter un repère profond, voilà, et je vais double-cliquer ici. Et en double-cliquant, et comme je sais que le séisme a eu lieu à 10 km de profondeur, voilà, eh bien, j'ai mon séisme qui est déjà indiqué. Voilà le travail élève qui va répondre à la partie séisme et épicentre. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait aussi, si on s'est procuré une carte des failles, on pouvait superposer les failles là-dessus. Alors, c'est un travail un peu plus compliqué que celui-ci, puisqu'il faut que vous prépariez ou que vous trouviez à l'avance une carte des failles qui est déjà géoréférencée. Alors, géoréférencée, ça veut dire on sait où la placer sur le globe. On connaît sa latitude, sa longitude et on peut la placer. C'est ce que j'ai ici avec moi. Donc, c'est une carte. Alors, nos amis haïtiens, s'ils veulent refaire l'activité, pourront me la demander. Je laisserai mes coordonnées tout à l'heure, puisque cette carte est déjà faite. Donc, quand je fais, vous voyez, c'est des images qui sont au format KMZ. Donc, c'est des images au format de Google Earth, si vous connaissez ce logiciel. Donc, je peux importer cette image et je vais chercher cette image que j'ai préparée et qui est donc la carte avec des failles. Et vous voyez, je peux donc demander à l'élève de me fournir son travail. Son travail serait, bien, il aurait répondu déjà à 2 des objectifs. Le premier objectif, c'est de localiser l'épicentre et de le positionner au regard des failles qui existent dans ce secteur. Et ça, c'est le travail élève qui peut être récupéré par vous, enseignant, sous la forme d'un contrôle visuel à l'écran ou par une saisie d'écran. L'élève fait une image de son travail et le rajoute
un document quelconque, et puis vous avez le résultat pour savoir si l'élève s'est débrouillé à travers les données. Troisième point, il restait ce point des répliques. Alors, pour les répliques, je vais revenir à Edumed, puisque cette fois-ci, je ne cherche pas des sismogrammes, mais je cherche la sismicité. Donc, j'ai un autre onglet ici qui s'appelle sismicité. Et quand je demande la sismicité, je retrouve ma petite carte de tout à l'heure, une carte où la zone qui m'intéresse, je dois la définir. Vous voyez que l'élève a encore un travail à faire, rien ne lui est épargné. Il faut qu'il décide quelle zone il va étudier. Voilà, il peut zoomer encore plus pour faire une zone qui soit la plus précise possible. C'est à lui. Ensuite, il va choisir des dates. Donc là, on a un calendrier assez classique. Donc, la logique voudrait que je commence le 14 août et je vais le finir, je vais le finir au 1er octobre, voilà, comme ça. Je vais avoir donc ici tous les séismes qui ont eu lieu dans ce secteur-là depuis le 14 août. Donc, je vais avoir toutes les répliques. Je peux en avoir beaucoup ou pas, ça dépend de la magnitude. Donc, je vais ici régler à magnitude 2, voire 3 ou 2,5. Voilà. Donc, c'est à partir de 3 ou 2,5 qu'on peut imaginer que la population ressent ces répliques. Et quand on clique, eh bien, on a un résultat. Et voici toutes ces répliques. Vous avez un tableau, donc je ne me suis pas trompé, je suis bien en Haïti, je suis bien sur des répliques qui sont de 2,5 ou plus importantes. Et voilà, donc la dernière dans mon catalogue à moi, c'est le 30 septembre. J'ai leur position et tout ça. Alors bien sûr, si je peux bien sûr les afficher comme j'ai fait avec Tectoglobe tout à l'heure, et Tectoglobe me les affiche. Elles sont ici. Je rezoome et voilà toutes mes répliques. Elles sont là. Donc j'ai une carte des répliques telle que je l'ai définie. Et cette carte des répliques, vous l'avez. On peut même, avec ce logiciel, voir comment elle se distribue. Alors, ça, c'est une autre action, une action qui est de tracer, par exemple, une coupe. Et vous pouvez demander, parce que tous ces points sont en longitude, latitude, mais aussi profondeur. Et donc, vous pouvez demander, voilà, une coupe, et ce logiciel positionne les séismes. Voilà, vous voyez, vous avez un essaim de séismes qui ont tous lieu à peu près dans les 10 premiers kilomètres. Donc, on est vraiment dans la croûte terrestre, relativement en surface, donc bien plus embêtant quand même pour la population, puisque l'énergie de ces séismes est quand même peu atténuée parce qu'on est très proche de la surface. Donc, j'ai bien fait ces trois choses-là, vous vérifiez. J'ai été un bon élève, j'ai fait bon séisme et épicentre. Donc voilà, élève d'un établissement scolaire, je peux utiliser des données scientifiques et trouver un épicentre par triangulation. Je peux voir que les séismes sont liés quand même à la présence de failles, ça se voit assez bien, et je vois bien qu'une secousse principale est suivie de nombreuses répliques qui se trouvent toujours dans le même secteur et qu'elles peuvent être nombreuses, voire très nombreuses. Alors, si je reste sur la notion de réplique, c'est-à-dire que mes trois objets m'ont servi quand même à aller plus loin avec mes élèves, puisque la sismologie éducative, ce n'est pas uniquement de calculer des vitesses d'ondes sismiques, de trouver l'épicentre, de savoir mettre des répliques ou de connaître le jeu des failles inverses, normales, transformantes et tout ça. Ce qu'on sait faire, bien évidemment. La responsabilité aussi de l'enseignement, c'est aussi d'aller vers l'éducation et donc vers parler d'aléas et d'enjeux. Et les répliques sont un très bel élément pour parler de risques sismiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces répliques, si on ne peut pas anticiper, si on ne peut pas prédire la secousse principale, on a une petite idée de ce qui va se passer après une secousse principale. Steve vous l'a montré, après une secousse principale, un sismologue sait qu'il doit aller sur le terrain, poser des appareils, parce qu'il sait qu'il va avoir des répliques à enregistrer pour mieux connaître la faille, le mouvement de la faille et le séisme. Mais ces répliques, elles vont aussi affecter la population. Et donc, il faut que la population
ait bien conscience qu'il y aura des répliques. Mais à combien de répliques je dois m'attendre? Et ça, c'est une loi empirique, certes, qu'on appelle la loi d'Omori, et qui, en fait, décrit la fréquence des répliques. Et on voit que cette fréquence, elle diminue à l'inverse du temps, puisque vous avez même la formule mathématique pour les collègues qui font des mathématiques. Ils ont donc une belle fonction ici à en mettre en équation et en graphique. Et on voit que ces répliques vont diminuer. Mais il y en aura des répliques. Et certaines seront nombreuses, surtout les jours qui suivent la secousse principale. Et des secousses nombreuses qui arrivent dans des bâtiments qui ont déjà souffert, dans une population qui a déjà meurtri, psychologiquement parlant, où eh bien tout ça, c'est important à bien mettre en ligne de compte. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de bien montrer que ce modèle, eh bien, on peut essayer de le vérifier. On peut vérifier que ce modèle, bien qu'il soit empirique, eh bien, il fonctionne. C'est ce que vous a montré Steve tout à l'heure. Donc, notre collègue Jean-Paul Ampuero de GeoAzur a tracé en vert le modèle. Et donc, à chaque jour où on a enregistré les répliques, on a remplacé le petit élément de diagramme vert par le violet, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé. Et on voit qu'entre les deux traits en pointillés qui sont ici sur ce graphique, eh bien, on a 90% de ce qui s'est passé. Ça veut dire que la loi d'Omori est quand même une loi qui fonctionne. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a le modèle, eh bien, on a quelque chose on a une vision de ce qui peut se passer après une secousse principale. Et c'est un élément qui est, à mon avis, assez important. Alors, pour les collègues qui voudraient aller plus loin, mais j'avoue que c'est un travail qui est un peu plus compliqué, mais je sais que parmi ceux qui m'écoutent, certains n'ont peur de rien. Donc, voilà, on peut faire ce travail. Une fois que vous avez récupéré les répliques, vous les récupérez dans un tableur et vous devez demander dans un logiciel qui s'appelle Excel, par exemple, eh bien, vous pouvez lui demander de calculer jour après jour combien de répliques il y a eu et de faire tracer par Excel bien le diagramme. Et vous allez voir que vous obtenez un diagramme qui ressemble un peu à celui que Jean-Paul Ampuero a pu faire et qui nous montre en fait le fonctionnement de la loi d'Omori et qui sensibilise surtout les élèves qui soit vivent dans une zone sismique importante, soit qui sont amenés à voyager dans des zones sismiques, à être bien conscients de la notion de réplique qui arrive la plupart du temps après de secousses principales. Voilà, pour finir, je dirais que la prévention, ça reste quand même ce sur quoi il faut travailler. Mes dernières diapositives sur les répliques, c'était pour ça, miser sur la prévention. Donc, et l'école, c'est quand même un lieu privilégié pour faire ça. Alors, quand on est dans un territoire comme on vient de le voir aujourd'hui, d'y passer quand même un peu de temps, on voit que cette grande île d'Hispaniola, avec Haïti et République dominicaine groupées, est une zone à aléas sérieux par rapport au séisme. Et donc, toute notre communauté d'élèves et d'enfants qui seront demain aussi les adultes de demain, eh bien, c'est important qu'on les mette sur les chemins de la prévention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre sur les chemins de la prévention pour un enseignant? Ça veut dire d'abord travailler avec des vraies données, si possible, des données que nous fournissent des équipes scientifiques et qui vont alimenter le cursus scientifique d'un élève. Donc, c'est important, l'analyse des données. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est d'amener l'élève à être sur des sciences participatives. C'est un mot aujourd'hui, certes, un peu à la mode, mais quand même qui va mettre en lien la science et les citoyens, et on en a beaucoup besoin. Alors, mettre en lien la science et les citoyens, ça peut se faire à travers des sismomètres éducatifs. Oui, installer des sismomètres dans une école, installer des sismomètres chez des gens, pourquoi pas, ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Et tout ça, ça nous fait des sismotémoins. Et comme je vous l'ai dit, les témoignages aujourd'hui peuvent alimenter les bases de données aux côtés des sismographes. Donc, il existe une petite application
développé par le Centre sismologique euro-méditerranéen, donc le CSEM. L'application s'appelle Lastquake. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la télécharger assez facilement sur votre téléphone. En plus d'avoir de l'information sur l'activité sismique mondiale, vous aurez aussi toute une partie qui invite les gens qui viennent de connaître un séisme de témoigner sur le ressenti et de ce qu'ils observent. Et ça peut être très intéressant pour affiner très rapidement ce qui se passe localement. Tout ça, le but, c'est de devenir des sismo-ambassadeurs. Donc, je vous engage fortement, chers collègues, à contribuer à la formation de ces futurs ambassadeurs. Je vous remercie.